Dans cette seconde partie, nous allons voir ensemble que le manque de confiance en soi, ça peut ruiner un paquet de domaines dans votre vie. Et puis, on va voir aussi quels sont les mécanismes qui font qu'on perd confiance en soi ou qu'on gagne confiance en soi. Cette partie sera un peu théorique. Et puis, on passera dans la partie d'après à quelque chose de beaucoup plus pratique, vous allez voir. Les exercices vont commencer et ça va vous donner pas mal d'idées sur comment faire pour résoudre tout ça. Je pense que c'est quand même important qu'on démarre par de la théorie parce que le manque de confiance en soi, c'est vraiment un schéma mental. Et puis, une fois qu'on en a compris à peu près les rouages, il est beaucoup plus simple après ça de s'en sortir et de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais vous citer des choses que le manque de confiance en soi peut générer. Et puis, je pense que vous vous dites aujourd'hui que le manque de confiance en vous vous affecte sur certains domaines de votre vie. Je pense que quand je vais tous vous les dire, vous allez réaliser qu'en fait, ça vous embête dans beaucoup plus de domaines que ce que vous pouvez penser actuellement. Primo, le manque de confiance en soi génère de la frustration. Alors ça, j'imagine que vous en êtes conscient aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de pouvoir parler en public, de pouvoir s'exprimer lorsqu'un groupe d'amis parle ou lorsqu'on est à son travail ou dans son école, pouvoir lever la main et dire voilà, j'ai la solution à ce problème, ou je pense que si, je pense que ça, ou faire rire l'intégrité de vos amis. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être faire et qui n'est pas forcément possible. Donc forcément, ça génère de la frustration. Euh, Ça peut aussi être de la frustration dans d'autres domaines. Ça peut être de ne pas réussir à s'être mis assez en avant dans son travail afin d'obtenir une promotion. Ça peut être la frustration de ne pas réussir à aborder un homme, une femme qui nous plaisait, de ne pas avoir dit oui ou non au bon moment. Ça peut être, globalement, on entend par frustration tout ce qui découle après un événement, lorsqu'on y repense et qu'on se dit tiens, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Ça peut aussi provoquer des échecs dans les relations, parce que, comme on l'a dit à l'instant, ne pas savoir dire oui, ne pas savoir dire non au bon moment, être trop introverti, ne pas réussir à suffisamment dire ce qu'on pense de soi-même, ce qu'on ressent à un moment donné, forcément ça crée des échecs. Ça peut donner une mauvaise image de soi. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, qui passent à mon bureau, qui se détestent, qui se trouvent trop comme ci, trop comme ça, et puis qui aimeraient être différents. Et le plus étonnant, c'est qu'en fait, ce sont souvent des personnes qui sont déjà très bien, sans citer aucun nom, ni de dire aucune histoire, donc je vais inventer complètement cette histoire. C'est des personnes qui se trouvent pas assez belles alors qu'elles sont très belles. C'est des personnes qui se trouvent trop grandes, trop petites, trop timides, trop blondes alors qu'elles devraient être brunes, trop brunes alors qu'elles devraient être blondes. Alors que a priori, le souci n'est que dans leur tête à elles parce que ce sont des choses que personne d'autre qu'elles ne pense. Ça peut aussi générer de l'anxiété, de la peur. Ça va être de se retrouver face à une situation dans laquelle on n'est pas forcément très à l'aise. Euh, et puis la peur de ne pas savoir gérer, de ne pas savoir quoi dire. Par exemple, on en parlait aussi tout à l'heure de ça, c'était se retrouver dans la même soirée que son ex, en se demandant qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et donc là, c'est de la peur pendant l'événement, c'est de l'anxiété avant cet événement, lorsqu'on répète dans sa tête mentalement tout ce qui va se passer et qu'on se dit que forcément ça va capoter. Euh, Après ça, c'est aussi, on parlait de frustration tout à l'heure, ça peut aussi être de l'énervement vis-à-vis de l'entourage, parce que vis-à-vis de l'entourage, c'est un problème qui est complètement banal. Par exemple, je me souviens, j'étais très introverti, comme je vous l'ai dit. J'avais beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Et mon entourage me disait, mais c'est simple, il suffit d'aller vers les autres et de leur parler. Et, et ça crée vraiment de l'incompréhension, parce que dans notre tête, c'est vraiment loin d'être simple. C'est vraiment tout sauf simple. C'est comme ces femmes qui me disent mais je me trouve pas assez belle ou je me trouve trop grosse. Et j'ai juste envie de leur dire mais si, mais tu es parfaite et je pense que ça va suffire. Alors qu'en fait non, ça ne suffit pas du tout. Parce que la confiance en soi, c'est vraiment bien plus profond que ça. Et c'est beaucoup plus ancré. Et donc quand l'entourage nous dit des choses comme c'est simple, il suffit de se lancer, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, ça génère de l'énervement de se dire que déjà, et d'une, l'autre ne nous comprend pas. Et de deux, c'est aussi de l'énervement contre soi-même parce qu'on se dit que ça devrait être simple et qu'on n'arrive pas à le rendre simple. Et donc c'est généralement là qu'on se déteste un peu plus et qu'on se dit mince, mais pourquoi est-ce que je suis pas comme tout le monde? Pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à faire simplement ça alors que tout le monde y arrive? Ça peut provoquer aussi des tendances à fuir, fuir devant des événements
qu'on n'arrive pas à gérer. Ça peut être de s'échapper au moment de monter sur scène, ça peut être de poser un lapin à quelqu'un lorsque le rendez-vous est trop important, ça peut être de devoir, je sais pas, ça je l'ai déjà vu, ça peut être de boire un verre de vin rouge avant d'aller à un entretien au travail pour être plus à l'aise. Et dans ce cas-là, lorsque le chef sent qu'on sent le vin rouge, c'est pas forcément terrible, quoi. Ça peut être des difficultés pour exprimer ses idées, alors que ce soit en couple avec ses amis, prendre la parole en public. Après ça, ça peut aussi être la peur de nouvelles rencontres. Là, dans ce cas-là, c'est par exemple lorsqu'on vous invite à faire une soirée ou lorsqu'on vous invite à déjeuner mais que vous ne connaissez pas tout le monde ou que vous ne connaissez pas le restaurant. Dans ce cas-là, vous risquez de refuser de peur de nouvelles rencontres. Donc là, on parle de son fameux cercle de confiance ou de zone de confiance. Là, c'est clairement rester dans sa zone de confiance et puis se verrouiller dedans et ne pas oser faire un pas en avant pour en sortir et puis pour découvrir de nouvelles choses. Et comme on le dit assez souvent, en fait, la vie démarre en dehors du cercle de confiance. C'est là que tout se passe, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ça peut aussi être après ça la peur du jugement. Par exemple, avec des phrases comme pour qui va-t-on me prendre si je m'habille comme ça ou qu'est-ce qu'on va dire si je dis ça. Avec derrière, en plus, de manière assez gênante, passer au rouge ou au blanc, devenir tout rouge ou tout blanc, lorsqu'on dit la mauvaise phrase ou lorsqu'on a peur, lorsqu'on a l'impression de se faire juger. D'ailleurs, assez souvent, en fait, si on faisait un replay de l'événement au moment où on dit une bêtise, où on n'est pas forcément très correct, les gens autour ne s'en souviennent même pas. Ça m'est déjà arrivé, ça, quand j'étais un peu plus jeune. Je dis une phrase où j'ai vraiment envie de m'enterrer et qu'on m'oublie, et je deviens rouge et je dis plus rien du reste de la soirée. Et quand j'en reparle une heure après à mes amis, ils n'ont même pas entendu la phrase ou ils ne savent même pas de quoi je parle. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, un problème mental, une pyramide qui est mal fichue dans notre tête. Et puis, voilà, on se fait des problèmes tout seul. Après ça, ça peut aussi être, alors ça on en parle un petit peu moins, c'est la peur de la responsabilité. Euh, Lorsqu'on manque de confiance en soi, il est assez dur de prendre des responsabilités pour des événements. Comme par exemple, je sais pas, encadrer des gens, encadrer des amis, être responsable d'acheter les tickets pour partir en vacances. Je dis ça parce que je suis en vacances actuellement. Enfin, je devrais alors que je suis en train d'enregistrer cette formation. Euh, la, la- je, il est compliqué de se dire que on peut être responsable d'un problème si jamais ça ne marche pas. Et qu'après ça, les gens peuvent nous en vouloir et peuvent moins nous aimer ou alors nous faire beaucoup de remarques qu'on ne sera pas forcément capable d'assumer. Et cette peur d'être responsable de quelque chose, dans le monde du travail, ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué. Enfin, bon, si on loupe une réservation de ticket d'avion, c'est pas très grave. Si jamais dans le travail, on a cette même peur, ça peut être après ça beaucoup plus problématique parce que si jamais on ne veut jamais devenir responsable de quoi que ce soit, ça veut donc dire que dans la société, on n'évoluera jamais. Parce qu'en général, pour monter en grade sur un poste, forcément, il faut prendre quelque part des responsabilités. Et donc, si on ne les prend jamais, qu'est-ce qui va se passer de manière obligatoire? C'est que on va rester toujours toute sa vie au même poste, sans rien oser faire et sans oser bouger. Après ça, autre conséquence du manque de confiance en soi, c'est ne pas oser dire non. J'ai souvenir pour ma part d'avoir toujours aidé mes amis dans la plupart des circonstances, d'avoir très rarement refusé. Et je me disais que si je disais non, ce serait moins mes amis après. Ou alors ils m'en voudraient, ils m'aimeraient moins. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait besoin de quelqu'un pour faire un déménagement et autres, j'étais toujours le premier à accepter. Même quitte à me pourrir mes week-ends, même quand j'avais pas envie, ou quand il fallait aller à une soirée, je n'avais pas envie d'y aller, je disais oui quand même pour faire plaisir. Finalement, je m'ennuyais comme pas possible. Ou par exemple, quand je voulais partir en vacances, je voulais aller quelque part d'autre, ma copine me disait non, on va là-bas, finalement j'acceptais. Et puis je subissais derrière parce que j'avais pas osé dire non, j'avais pas osé m'imposer. On va voir ça dans une grande partie après. Oser dire non, c'est une des clés du bonheur. C'est pas pour autant qu'on est moins respecté et on en reparlera un peu plus tard. Après ça, des fois, c'est aussi ne pas savoir se protéger quand on est attaqué.
Je reprends le monde du travail, mais ça pourrait être dans beaucoup d'autres domaines. Bah voilà, on se prend une grosse critique sur la figure parce on a déconné sur quelque chose. Et puis là, plutôt que de dire oui, mais il s'est passé ci, oui, mais il y a eu ça, ou oui, mais c'est normal, ou excusez-moi, la prochaine fois je serai meilleur, et ben on se prend juste l'attaque un grand coup. Et puis on se fait à l'idée d'être impuissant, par exemple face à son patron ou face à des gens agressifs. Ça peut tout à fait venir de- d'un schéma lorsqu'on était plus jeune et puis qu'on était déjà un peu la tête de turc à l'école. On était déjà impuissant face à ça, on a laissé faire, on n'a jamais rien dit contre, et puis on estime que juste dans la vie, il y a deux types de personnes, il y a ceux qui savent se défendre, et puis il y a nous. On est face à des gens qui nous sautent dessus, qui nous agressent, et il faut juste accepter et laisser dire. Donc ça aussi, on va travailler dessus après, dans la suite de la formation. Autre chose, ne pas savoir se mettre en valeur. Alors ça, c'est quelque chose, enfin moi personnellement, que j'ai encore largement aujourd'hui dans ma vie, et que j'essaie de corriger un peu tous les jours. Lorsque des gens nous font des compliments, on a tendance souvent à les minimiser. Par exemple, si on me dit, voilà, Antoine, tiens, tu t'es acheté une superbe nouvelle veste, je vais minimiser en disant, oui, mais je l'ai eu en promotion, ou oui, mais c'était une fin de marque, oui, mais elle a une petite raflure sur un côté, oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais il manque un bouton. Et au contraire, lorsque quelqu'un d'autre me dit quelque chose, je suis toujours épaté de voir qu'il a une belle veste ou des superbes vêtements. Et donc, c'est plutôt que ce soit une espèce de choses équitables, c'est-à-dire que voilà, j'ai des choses positives, les autres ont des choses positives aussi, j'ai des choses négatives, les autres aussi, et ben c'est complètement déséquilibré. J'admire beaucoup les gens qui ont des choses positives et je me rabaisse lorsque moi on me dit des choses positives. Alors bon, vous allez me dire, c'est pas forcément très grave, mais ça montre quand même une chose, ça montre quand même que manquer de confiance en soi amène forcément à se dévaloriser, euh, et à veste égale, donc dans la vie, à veste égale, et très sûrement que l'autre, lorsqu'il s'est acheté une belle veste, même si elle est en promo, même s'il lui manque un bouton, il a rien dit, il a accepté ce compliment, il l'a pris pour lui, et ça a ajouté un peu de sa confiance en soi, versus moi ou nous, selon dans quel cas vous vous mettez, lorsqu'on vous fait un compliment, vous vous rabaissez et vous l'acceptez quasiment pas. Vous vous dites que ce compliment n'a pas lieu d'être parce que vous avez toutes les raisons qu'on ne vous le donne pas. Euh, alors, vous savez, la confiance en soi, alors, ça vient d'un schéma psychologique. Un schéma psychologique, je vais vous dire comment ça se passe. Dans notre cerveau, on a des espèces de routes. Alors je vous dis ça, je vous explique ça, c'est avec un langage qui est complètement pas du tout psychologue. Je suis en aucun cas un psychologue, j'ai jamais fait d'études là-dedans. Donc je vous donne ça avec mes mots à moi. Prenez-le comme c'est, même si les images sont très vagues et pas forcément très vraies, le résultat est quand même très juste. Donc voilà, voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Acceptez ces explications, elles sont plutôt justes. On parle donc de schéma psychologique. Dans notre cerveau, entre un point A et un point B, les synapses vont faire des routes. Et puis voilà, à tel type de situation, on va aller sur tel type de raisonnement et on va atterrir sur tel type de conclusion qui sera le point B. Donc vous voyez, votre cerveau, entre un point A et un point B, il a fait le lien. Et c'est une espèce de route. Une route qui est très fréquentée, très utilisée, parce qu'à chaque fois que vous avez la situation A, vous arrivez quasiment toujours dans votre tête au résultat B, quasiment à chaque fois. Et le schéma psychologique, on va apprendre aujourd'hui à le changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on va avoir une situation A, anxiogène, on ne va pas arriver à la situation B où on fuit, on va arriver à une situation C où on pense différemment et on a plus confiance en nous. Et alors vous allez me dire, oui, ça a l'air simple à dire, mais en fait c'est assez compliqué. Et vous avez 100% raison, en fait il n'est pas si simple que ça. Et c'est en ça que les psychologues en ont parlé il y a 50 ans, à expliquer qu'il était possible de les changer. C'est parce que, voilà, en travaillant un peu, cette route au final, c'est un peu comme une vraie autoroute quand vous partez en vacances, c'est un peu comme une vraie autoroute. Cette route-là, on va l'abandonner petit à petit, on va se créer une autre route à côté au début sur de la terre, parce qu'on va marcher dessus pour la première fois, ça va être un peu compliqué.
Et puis au final, l'herbe va recouvrir l'autoroute qui va se désagréger, même si on l'aura toujours encore un peu en tête. Et puis une autre nouvelle route va se créer au début un peu sur un chemin de terre. Et puis après ça, à force qu'on passe dessus, ça va devenir une route de plus en plus grosse. Et puis au final, on va s'habituer à passer sur cette route et puis on arrivera quasiment toujours au point C. Bon, tout ça pour vous dire, il n'y a pas de péage dans mon histoire de route, hein, rassurez-vous. Euh, donc, tout ça pour vous dire que voilà, il faut changer un schéma qu'on a en nous. Et on va voir aujourd'hui exactement comment faire. Donc déjà, je pense qu'en 1 heure de formation, vous aurez déjà toutes les bonnes bases pour y arriver et un paquet d'informations. Pour faire cette formation, j'ai lu une dizaine ou une vingtaine de livres sur la confiance en soi, sur la timidité. J'ai vu aussi beaucoup de formations. Moi-même, personnellement, je suis passé, comme je vous l'ai dit, d'un hyper timide à quelqu'un qui aujourd'hui au moins arrive à faire ce qu'il veut dans la vie, même si des fois c'est pas toujours évident, mais j'y arrive toujours d'une manière ou d'une autre. On va essayer de faire pareil pour vous. On va essayer de s'arranger pour booster votre confiance en vous. Si jamais vous l'aviez 100% perdu, on va voir comment la récupérer un petit peu, comment faire pour que ça s'arrange. Si jamais vous étiez déjà quasiment bon, mais que vous avez besoin de 10%, 20% supplémentaires pour réussir des tâches un peu ardues, on va voir aussi comment ça se passe. Ça ne s'adresse pas donc qu'aux personnes qui sont bien sûr timides maladivement, ça s'adresse à tout le monde. Et je pense que tout le monde sur Terre a forcément besoin de reprendre confiance en soi parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est assez universel. Je crois que selon un sondage, 80% des personnes interrogées disent manquer de confiance en elles. Donc ça veut dire que ça touche quand même beaucoup de personnes. Est-ce que les 20% restants ont osé dire qu'elles manquaient de confiance en elles? Si ça se trouve, elles n'ont pas osé. Elles sont dedans aussi. Et puis la confiance en soi, c'est quand même la clé globalement pour arriver à faire pas mal de choses dans sa vie. Comme on le disait dans l'intro, hein, qu'est-ce qu'on ferait avec plein de confiance en soi? On pourrait devenir président, devenir une chanteuse de rock ou épouser enfin la femme de ses rêves, quoi. Alors, il y a malheureusement dans la confiance en soi un problème de cercle vicieux. Et tout ce problème de confiance en soi est même basé entièrement sur ce problème de cercle vicieux. On appelle ça le cercle vicieux de la timidité. Et je vais vous en citer un, mais vous allez voir qu'après ça, je peux vous en citer 2 ou 3 autres, et ils sont toujours basés sur la même chose. Première étape, vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Tel un cheval qui est devant son parcours, il doit sauter au-dessus des obstacles. Il arrive devant un obstacle, il se dit celui-là je ne le passerai pas, c'est pas possible. Donc vous vous dites la veille de l'événement, vous vous dites j'y arriverai pas. Étape 2, vous anticipez l'échec. Donc là vous faites le schéma mental, vous vous répétez tout ce qui va mal se passer, vous vous dites que voilà, le demain vous allez arriver devant cet obstacle, que vous n'allez jamais de la vie réussir à sauter au-delà, et puis vous stressez déjà en avance et quelque part vous renforcez déjà votre échec. Étape numéro 3, vous hésitez à y aller. Sur place, étape numéro 4, vous restez en retrait et vous n'osez pas agir ou dire ce que vous pensez. Étape numéro 5, lors de l'événement, vous n'êtes pas au top. Étape numéro 6, vous vous en voulez déjà de ne pas y être arrivé. Étape numéro 7, du coup forcément vous échouez. Étape numéro 8, ça vous conforte dans l'idée que vous étiez incapable d'y arriver. Donc là vous voyez, dans ce cercle vicieux, on a anticipé l'échec, on a vécu l'échec, et au final, on se réconforte en se disant que oui, on a bel et bien échoué dans cet événement parce qu'on n'était pas capable de le faire. Et donc là, ce cercle vicieux nous conforte bel et bien dans cet échec et ça nous renforce encore. On parlait du fameux aller du point A vers le point B, ça nous rassure sur le fait qu'on ne peut jamais sortir de ce schéma-là, de cette route-là, qu'on est bel et bien coincé pour aller du point A vers le point B, donc de la cause sauter au-dessus de l'obstacle, au résultat, j'y suis pas arrivé. Pour s'en sortir, donc vous allez me dire comment est-ce qu'on fait, vu qu'apparemment ça a l'air assez bien foutu comme cercle vicieux, pour s'en sortir, il va falloir transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Euh, L'excellente nouvelle qui vous attend à l'égard de ce cercle vicieux, c'est qu'il suffit de briser une seule de ces chaînes pour arriver à s'en sortir. Une seule chaîne brisée permet de s'en sortir. Alors, la chaîne idéale, c'est le fait d'arriver néanmoins à faire cette chose-là. Donc vous allez voir plus tard, très souvent, on recommande de commencer tout doucement afin de réussir une fois. Et puis après ça, comme on a réussi une fois, on a repris un peu confiance. Du coup, on va le refaire une deuxième fois, on va reprendre confiance, etc. Au passage, il y a une image qui fonctionne assez bien. La confiance en soi, c'est comme une espèce de barrage.
Le barrage se remplit d'eau, votre barrage se remplit d'eau à chaque fois que vous réussissez quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que vous réussissez l'événement, vous venez rajouter un peu d'eau dans votre barrage. Et à chaque fois que vous échouez, vous perdez un peu d'eau, donc vous ouvrez les valves et vous perdez un peu d'eau dans votre barrage. Si jamais vous avez fait que réussir, votre barrage est rempli à fond et donc là c'est gagné. Si jamais vous avez fait que d'échouer, votre barrage a rien dedans. Donc ce qu'il va falloir, l'objectif ça va bien sûr être d'arriver à remplir ce barrage de la confiance en soi, mettre un maximum d'eau derrière afin d'avoir une ultime confiance en soi. Donc ça arrive jamais, on est d'accord, hein, mais en tout cas remonter un peu ce niveau de façon à avoir confiance en soi. Donc je vais vous donner maintenant le cercle vertueux pour s'en sortir. Étape numéro 1, vous pensez que vous pouvez y arriver. Donc là, vous voyez, on a transformé le premier chaînon. Là, maintenant, on pense qu'on peut y arriver. Étape numéro 2, si jamais il y a un échec, vous le relativisez. Vous vous dites que finalement, c'est pas si grave que ça veut rien dire. Étape numéro 3, l'échec ne vous effraie plus. L'échec ne vous effraie plus, vous ne vous dites pas si jamais j'échoue, ça va être affreux et ça va me gâcher la vie. Étape numéro 4, vous essayez et vous réussissez. Donc là, dans ce cas-là, on l'a vu, c'est remettre un peu d'eau dans son barrage et puis c'est reprendre un petit peu confiance en soi. Étape numéro 5, vous êtes fier de vous et donc là, on peut dire que voilà, c'est réussi. Vous avez, dans ce cercle vertueux-là, vous avez conforté l'idée que vous pouviez y arriver et que vous avez réussi. Alors tout ça reste un peu, même beaucoup, trop, j'ai du mal à parler. Tout ça reste trop théorique, mais on va voir après ça comment faire de manière vraiment concrète pour y arriver. Après ça, alors, il existe beaucoup de domaines où ça peut gâcher une vie. On en parlait tout à l'heure de gâcher des vies. Ça peut gâcher votre travail. Vous avez tous en tête l'histoire de j'imagine l'histoire de ce professeur qui n'arrive pas à gérer sa classe, qui va se faire déborder, qui après ça va partir en dépression nerveuse, qui n'aura jamais le respect de ses élèves. Je pense qu'on en a tous eu au moins un ou deux ou trois des professeurs comme ça, et on sentait que pour eux c'était vraiment pénible, et ils manquaient de confiance en eux, et je me souviens encore des boulettes de papier qui voltigeaient dans la classe. Ça peut être après ça en amour. Je pense notamment à la dépendance affective. Dépendance affective, c'est le besoin de se faire toujours rassurer, toujours conforter dans le fait que oui, on est quelqu'un de bien et on est aimé par l'autre. Et puis après ça, ça peut aussi être en amitié, c'est comme se faire marcher sur les pieds parce qu'on n'a jamais osé dire non, ou dans le cadre de sa famille, par exactement les mêmes schémas. Je vais vous donner un autre exemple de cercle vicieux, mais ils sont vraiment très très nombreux. Il existe des gens qui choisissent leur partenaire juste afin de combler leur manque de confiance en eux. Par exemple, étape numéro 1, je manque de confiance en moi. Étape numéro 2, j'ai peur de rester seul car je me sens abandonné. Donc ça, ce sont toutes ces personnes qui n'arrivent pas à rester seules. Étape numéro 3, ce sont mes angoisses qui me font choisir mon partenaire et non pas mon cœur. Donc on comprend bien que là, on trouve un jour une personne qui pourrait combler notre angoisse parce qu'elle va venir nous rassurer sur certains points, et ce n'est pas de l'amour. Donc là, le couple est quand même mal parti s'il part sur ces bases-là. Donc je mets en couple parce que non pas parce que ça me convient, mais parce que ça me rassure. Étape d'après, je me sens dépendant. Étape d'après, je perds confiance et j'en demande beaucoup trop à mon partenaire. Après ça, forcément, qu'est-ce qui se passe? Le partenaire, il va se solidariser parce que le couple n'a pas été créé pour les bonnes raisons. Et puis, lui, ça lui va pas forcément qu'on lui demande des comptes en permanence ou qu'on lui demande de nous rassurer en permanence. Étape numéro 7, qui est la dernière, c'est retour à l'étape 1, je manque de confiance en moi. Et donc là, sur ce genre d'échec de couple, on comprend bien que on ne s'est pas mis en couple pour les bonnes raisons. Après ça, on en a trop demandé à notre partenaire. Et puis après ça, au final, ça n'a pas marché. Et puis ça nous a, encore une fois, cercle vicieux, ça nous a conforté dans le fait qu'on n'était pas capable de se mettre en couple ou que ça capotait à chaque fois. Alors, il existe, on parlait tout à l'heure de pyramide, il existe ce qui s'appelle une pyramide de la confiance en soi. Je vous invite d'ailleurs à la googliser si jamais vous voulez la retrouver après. Elle explique
alors ça ressemble un peu à une pyramide de coupe de champagne. Vous savez, au mariage, on fait toujours des pyramides. Ben là, c'est un peu pareil. Euh, Tout en bas, l'étape d'en bas, donc les verres qui sont au tout premier étage, les coupes qui sont au premier étage, ça s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est est-ce qu'au réveil, je m'apprécie? C'est-à-dire que lorsque aucun événement n'est encore intervenu dans la journée, lorsque on vient juste d'ouvrir les yeux, est-ce que je m'apprécie? L'origine, si jamais on ne s'apprécie pas, c'est très probablement un manque d'affection. Et une des grandes phrases qu'on entend quand ça se passe mal, c'est je suis nul. Après ça, deuxième étape, c'est la confiance en soi. Donc ça c'est le deuxième étage de la pyramide de Champagne. Confiance en soi, c'est est-ce que je me trouve doué dans certains domaines? Par exemple, suis-je un bon père? Suis-je un bon travailleur? Suis-je quelqu'un de bien dans mon couple? Si jamais il y a un problème dans cet étage, ça peut venir du fait qu'on a été dévalorisé étant jeune. Et un des grands préjugés qu'on entend très souvent quand il y a un problème dans cette étape, c'est je ne suis pas capable de. Donc, peut-être que je ne suis pas capable de faire mon travail, je ne suis pas capable d'élever mon enfant, je ne suis pas capable d'aimer quelqu'un, etc. La toute dernière étape, qui est celle d'en haut, ça s'appelle l'affirmation de soi. Cette étape-là, dans cette étape-là, on va se demander si on a une relation équilibrée aux autres. Par exemple, est-ce que les autres me soutiennent? Si jamais on a un souci par rapport à ça, ça peut être par exemple qu'on a été la tête de Turc étant jeune, qu'on a loupé un grand nombre de relations amoureuses, etc. Et un des grands préjugés de cette étape, c'est j'ai besoin qu'on m'aime. La bonne chose dans cette pyramide, donc que je vais vous rappeler, étape du bas, estime de soi, étape du milieu, confiance en soi, et tout en haut, affirmation de soi. La bonne chose avec cette pyramide de Champagne, qui a comme vrai nom la pyramide de la confiance en soi, quand même, je vous le rappelle, hein, la bonne chose, c'est qu'elle peut se remplir d'en haut. Donc ça veut dire que avec une bonne affirmation de soi, c'est-à-dire lorsqu'on est bien soutenu par son entourage, eh ben, ça peut résoudre, il peut en découler tous les autres. Donc tous les autres problèmes liés à la timidité ou au manque de confiance en soi peuvent se rétablir. Donc ça, c'est déjà une des bonnes pistes à retenir dans cette partie qui est un peu théorique, c'est que globalement, être bien soutenu, être bien entouré, peut déjà soulager un paquet de choses et peut nous aider à faire de bonnes choses dans la vie. Je vais terminer cette partie par les maladies de la confiance en soi, donc c'est dans cette partie un peu théorique, parce que bon, bah voilà, on peut, comme je vous l'ai dit, on peut prendre cette formation à différents niveaux. On peut se dire que c'est juste pour nous aider un tout petit peu face à un petit événement de la vie. Ça peut aussi être si c'est un peu plus grave ou même beaucoup plus grave, comme ça peut être maladif. Je vais vous rappeler quand même quelques maladies qui découlent du problème de manque de confiance en soi. Premièrement, la dépression. La dépression, donc là, c'est une espèce de tristesse permanente liée à des troubles du sommeil, à des difficultés à se concentrer. Deuxièmement, anxiété sociale. Donc ça peut être des grosses difficultés lorsqu'on est au contact des autres personnes. Troisièmement, trouble de l'anxiété généralisée. Donc ça, c'est la phrase qu'on va typiquement entendre, c'est « je m'inquiète pour tout ». De manière permanente, vous ressentez une espèce de boule d'anxiété qui est en vous, impossible à faire partir. Et dernière maladie de la manque de confiance en soi, ça va être l'alcoolisme et l'anorexie, qui servent généralement à se punir de la mauvaise image qu'on a de soi. Donc j'espère que dans cette partie, vous avez compris à peu près le fonctionnement, alors pas général bien sûr, mais les bases du fonctionnement de la prise de confiance en soi. Et puis on va voir dans la partie d'après comment faire pour améliorer tout ça. Grâce à mon aide et puis grâce à vous surtout, moi j'ai juste essayé de vous guider là-dedans et c'est vous qui allez faire une bonne partie du travail. A tout de suite.